Ils m'ont souri tout en me trahissant. Je n'ai pas compris tout de suite. Le sourire était là, bien posé, presque tendre. Un sourire appris, répété, rassurant. Celui qu'on adresse à quelqu'un qu'on veut calmer, disent-ils, pas à quelqu'un qu'on respecte encore. Ce jour-là, assise face à eux, j'ai senti quelque chose d'infime se déplacer en moi, comme une chaise qu'on retire sans prévenir. On avait choisi un après-midi ordinaire. Ah, rien d'urgent, disait Taïl. Juste pour discuter. Le thé fumait, les biscuits étaient alignés sur une assiette trop bien rangée. Il parlait doucement, avec cette prudence qui imite la bienveillance. J'écoutais, attentive, reconnaissante même, parce qu'on m'avait appris que l'attention est un cadeau rare quand on vieillit. Je ne savais pas encore que ce cadeau-là avait un ruban serré. Ils ont commencé par des phrases rondes. Tu sais, on se fait du souci. On pense à l'avenir. On veut être sûr que tout ira bien pour toi. Leurs voix se répondaient comme si elles avaient répété. Je regardais leurs mains, leurs regards qui se croisaient trop souvent. Je souriais aussi. Par habitude, par réflexe. Le sourire appelle le sourire. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Puis, il y a eu ce mot. Simplifier. Dit comme on dit prendre soin. Simplifier les démarches. Simplifier la gestion. Simplifier pour que je n'ai plus à me fatiguer. J'ai hoché la tête. Je sentais une fatigue, oui, mais pas celle qu'ils imaginaient. Une fatigue plus ancienne, plus discrète. Celle d'être toujours celle qui rassure quand quelque chose m'inquiète. Ils ont sorti des papiers. Pas tous à la fois. Un par un, comme on sort des preuves qu'on préfère présenter lentement. Ils expliquaient, sans le regarder vraiment. Ils souriaient encore. Je me souviens de ce détail avec une précision douloureuse. Le sourire n'a pas quitté leur visage, même quand j'ai demandé de quoi il s'agissait exactement. Ils m'ont répondu que ce n'était rien de grave. Juste des précautions. À cet instant, j'ai senti une froideur nette, pas une peur, une clarté brutale. Je comprenais que ce qui se passait ne m'avait pas attendu, que ces décisions avaient été pensées ailleurs, sans moi. Le sourire servait à amortir le choc, pas à ouvrir un dialogue. Je n'étais pas invitée à décider. J'étais invitée à consentir. J'ai posé une question simple. Depuis quand on parlait à vous, entre vous? Le silence qui a suivi a duré 1 seconde de trop. 1 seconde qui dit tout. Ils se sont regardés, puis m'ont souri à nouveau. Ce sourire à là n'était plus doux. Il était ferme, presque soulagé. Comme si le moment redouté était enfin passé. Je me suis entendue répondre calmement. Je demanderai le temps de lire. Ils ont acquiescé, rassurés. Ils pensaient avoir franchi une étape. Je sentais, moi, que quelque chose venait de se refermer, pas sur eux. Sur l'idée que j'avais de notre relation, j'avais cru à la transparence. Je découvrais la mise en scène. Le reste de l'après-midi s'est déroulé comme si de rien n'était. Des anecdotes, des rires, des souvenirs évoqués avec nostalgie. Je participais, présente en apparence, déjà ailleurs à l'intérieur. Je revoyais certains épisodes récents sous une lumière nouvelle. Les phrases dites trop vite. Les décisions annoncées après coup. Les sourires qui demandaient de ne pas poser trop de questions. Quand ils sont partis, la maison a retrouvé son silence habituel. Un silence différent. Chargé. Je suis restée longtemps assise, sans bouger. Je n'avais pas besoin de relire les papiers pour comprendre. Ce qui me faisait le plus mal n'était pas ce qu'ils proposaient. C'était la façon. Ce sourire constant, utilisé comme un couvercle. La trahison ne criait pas. Elle souriait. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. J'ai rangé les documents avec soin. J'ai noté la date. J'ai écrit quelques mots dans un carnet que je gardais depuis des années, sans savoir pourquoi. Peut-être pour ce moment précis. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Mais je savais une chose. Le sourire avait cessé de me tromper. Et quand un sourire ne trompe plus, il devient un aveu. Avant cet après, à midi au sourire trop lisse, j'avais pourtant vécu dans une confiance presque tranquille. Ma vie n'avait rien d'extraordinaire, mais elle avait une cohérence. J'avais toujours cru que cette cohérence suffisait à protéger l'essentiel. On ne se méfie pas quand on a passé des décennies à tenir debout pour les autres. On croit que ce qui a été construit avec patience ne peut pas être déplacé sans bruit. Je repense souvent à la femme que j'étais avant. Pas une héroïne, pas une victime non plus.
Une femme ordinaire, attachée à l'idée que la famille est un lieu où l'on se parle franchement, même quand c'est difficile. J'avais élevé mes enfants avec cette conviction simple. Dire la vérité évite les blessures inutiles. J'avais cru leur transmettre cela par l'exemple, plus que par les mots. Quand ils étaient jeunes, je m'étais organisée pour que rien ne manque. J'avais appris à anticiper, à remplir des dossiers, à comprendre des courriers administratifs qui semblaient conçus pour décourager. Je faisais cela sans me plaindre, sans m'en vanter. C'était normal. Pensez à je. Une mère fait ce qu'il faut. J'avais développé cette capacité à gérer dans l'ombre, sans attirer l'attention. Peut-être ai je, moi, à même enseigné, sans le vouloir, que les choses importantes peuvent se régler hors de la lumière. Avec les années, je suis devenue plus discrète. Pas parce que je ne comprenais plus, mais parce que je pensais qu'il fallait laisser la place. Je regardais mes enfants décider, parler plus vite, trancher sans hésitation. Je les admirais. Je me disais que c'était ainsi que les générations se succèdent. Je ne voyais pas encore que cette succession se faisait sans relais clair, sans passage assumé. Il y a eu des signes, bien sûr. Des phrases qui m'avaient surprise, mais que j'avais balayées. On va s'en occuper pour toi. C'est trop compliqué. Laisse. Tu verras plus tard. J'avais pris ces mots pour des attentions. Je n'avais pas voulu y lire une mise à distance. À cet âge-là, on préfère croire à la sollicitude plutôt qu'à la stratégie. Ma foi, je me souviens d'un repas, quelques mois avant cette fameuse discussion. Ils parlaient entre eux d'un sujet qui me concernait directement. Quand j'ai voulu intervenir, la conversation s'est arrêtée net. On m'a souri, encore. Ce même sourire. J'avais ressenti un léger malaise, vite étouffé. Je m'étais dit que ce n'était pas important, que je me faisais des idées. Ma vie d'avant était faite de ces petits renoncements invisibles. Je cédais du terrain sans m'en rendre compte, convaincu que cela n'avait pas de conséquences. J'avais confiance dans le lien, dans l'histoire commune, dans l'amour. Je pensais que l'amour empêchait certaines dérives. Je ne savais pas encore qu'il peut aussi les rendre possibles, en désarmant celui qui aime trop. Je n'étais pas malheureuse. Mais je devenais progressivement spectatrice de décisions qui me concernaient. Pas exclues ouvertement, non, simplement déplacées. Comme un meuble que l'on met de côté, en promettant de le remettre plus tard. Et ce plus tard ne venait jamais. Quand je repense à cette période, ce qui me frappe le plus, c'est ma propre indulgence. Je pardonnais avant même qu'on me demande pardon. Je comprenais avant même qu'on m'explique. Je pensais que cette compréhension me protégeait. En réalité, elle me rendait prévisible. Ils savaient que je ne ferais pas de scène, que je chercherais toujours à préserver le lien. Cette certitude leur a donné une liberté qu'ils n'ont pas questionnée. Ils ont avancé, sûrs que je finirais par suivre, comme je l'avais toujours fait. Alors, quand ce jour est arrivé, avec ses sourires et ses documents, ce n'était pas une rupture soudaine. C'était la conséquence logique d'années où j'avais accepté d'être celle qui s'adapte. La trahison n'est jamais complètement improvisée. Elle pousse sur un terrain préparé. Ce que j'ai compris, trop tard peut-être, c'est que ma vie d'avant n'était pas seulement une histoire de générosité. Au bas, c'était aussi une histoire de silence répété. Et ce silence-là, à force d'être interprété comme un accord, avait fini par devenir une invitation. Les premiers signes de rejet ne se sont jamais présentés comme tels. Ils portaient des vêtements polis, des gestes enveloppés de douceur. C'était précisément ce qui les rendait difficiles à nommer. On ne se défend pas contre un sourire. On hésite à s'offusquer quand on vous parle au nom de votre bien. Et pourtant, quelque chose s'installait, lentement, comme un déplacement de terrain sous mes pieds. Il y avait ces interruptions discrètes. Je commençais une phrase. Mon fils la terminait à ma place. Pas par impatience, disait Aïl, mais pour m'aider. Ma fille rectifiait des détails, parfois inutiles, avec cette assurance tranquille de ceux qui pensent savoir mieux. Je souriais, encore. Je me disais que ce n'était rien, que j'exagérais. Une mère ne doit pas se montrer susceptible. Les plaisanteries sont venues ensuite. Des remarques sur ma lenteur, sur mes habitudes, sur ma manière de faire les choses à l'ancienne. On riait. Moi aussi. Rire. C'était plus simple que de demander pourquoi ces remarques revenaient si souvent. Plus simple que d'admettre qu'elles me blessaient. Le rire, quand il est partagé, donne l'illusion de l'égalité. Mais je sentais bien que je riais pour accompagner, pas pour partager.
Ils ont commencé à parler de moi à la troisième personne, même quand j'étais là. Maman préfère quand même rester tranquille. Elle n'aime pas trop ces choses-là. J'entendais mon nom prononcé comme une catégorie, pas comme une présence. Je n'intervenais pas. Je pensais qu'il finirait par se rendre compte. Je pensais que le lien suffirait à corriger ces écarts. Il y a eu aussi ces décisions déjà prises. Un rendez-vous, déplacé sans me prévenir. Un courrier ouvert, puis refermé avec une explication vague. On voulait te simplifier la vie. Cette phrase revenait souvent. Elle avait fini par perdre son sens. Simplifier pour qui? Simplifier quoi? Je ne posais pas la question. J'avais peur que la réponse confirme ce que je pressentais. Ma belle-fille jouait un rôle particulier dans cette nouvelle dynamique. Elle parlait peu, mais observait beaucoup. Elle souriait avec une maîtrise parfaite. Quand elle intervenait, c'était toujours pour ramener la conversation vers l'efficacité, la logique, l'organisation. Rien de contestable en apparence. Mais je sentais que ces mots traçaient une ligne claire entre ce qui était raisonnable et ce qui ne l'était plus. Et je comprenais, sans qu'elle le dise, de quel côté on me plaçait. Eh bien, je devenais invisible dans les discussions importantes. On parlait devant moi, pas avec moi. Je n'étais pas exclue, ce serait trop visible. J'étais contournée. Cette nuance est cruelle, parce qu'elle laisse peu de prise. Comment se plaindre de quelque chose qui n'est jamais formulé ouvertement? Un jour, j'ai tenté de reprendre ma place. J'ai posé une question simple, précise, sur une démarche qui me concernait directement. Le silence s'est installé, bref, mais révélateur. Mon fils a répondu après un temps, avec un ton légèrement condescendant, comme s'il expliquait quelque chose à un enfant. Dis-le, je n'ai rien dit, mais ce jour-là, j'ai senti une humiliation sourde, difficile à admettre. Je continuais pourtant à me taire, par fidélité à l'image que j'avais de moi, celle d'une femme forte, stable, qui ne crée pas de conflits inutiles. Je croyais encore que le silence protégeait. Je n'avais pas compris qu'il nourrissait une certitude dangereuse chez eux. La certitude que je n'oserais jamais m'opposer. Alors, presque malgré moi, j'ai commencé à observer, à écouter différemment, à noter mentalement les incohérences, les regards échangés, les phrases qui revenaient. Ce n'était pas de la méfiance, c'était une forme de survie intérieure. Je voulais comprendre ce qui m'échappait. Ils pensaient sans doute que je ne remarquais rien, que l'âge m'avait rendue confuse, dépendante. Ils confondaient ma retenue avec de l'ignorance. Ils ne voyaient pas que chaque silence accumulait une lucidité nouvelle. Une lucidité douloureuse, mais précise. Et dans cette accumulation silencieuse, quelque chose a commencé à se préparer en moi, aussi. Pas une révolte, pas encore. Mais une prise de conscience irréversible. Le jour où j'arrêterais de sourire, je le savais déjà, ils comprendraient trop tard que ce sourire-là avait été leur meilleur allié. La goutte d'eau n'a pas été une scène spectaculaire. Elle n'a pas éclaté dans un cri ni dans une dispute. Elle est arrivée un matin calme, presque banal, avec la précision froide des choses préparées longtemps à l'avance. Je cherchais un document précis, une attestation qu'une administration me réclamait. Rien d'urgent, pensée à jeu. J'avais le temps. J'ai ouvert le classeur que je gardais autrefois près de mon bureau, celui que je connaissais par cœur. Il n'était plus là. Si, à sa place, un autre classeur, neuf, parfaitement ordonné, avec des intercalaires propres, une écriture régulière qui n'était pas la mienne. J'ai ressenti une gêne immédiate, comme si quelqu'un avait déplacé un objet intime sans demander. J'ai feuilleté lentement. Tout semblait logique, rationnel, efficace. Trop efficace. Mes papiers avaient été reclassés, renommés, résumés. Mais certaines copies avaient disparu. D'autres documents, en revanche, étaient nouveaux. C'est là que je l'ai vu. Une chemise cartonnée, glissée presque discrètement entre deux dossiers. Elle portait mon nom, suivi d'une mention administrative précise. J'ai hésité avant de l'ouvrir. Ce moment d'hésitation, je m'en souviens parfaitement. Le silence autour de moi était dense, presque oppressant. J'ai ouvert la chemise. À l'intérieur, il y avait des documents préparatoires, des formulaires partiellement remplis, des courriers déjà rédigés, mais non envoyés. On y parlait de ma situation, de mon âge, de ma fatigue supposée, de décisions à anticiper pour éviter des complications. Futures. Les mots étaient choisis avec soin, jamais agressifs.
toujours protecteur en apparence. Mais je n'y voyais aucune trace de ma parole. Aucun espace laissé, à mon avis. Tout était pensé sans moi. Je me suis assise lentement. Mes mains étaient calmes. C'est ce détail qui m'a frappé plus tard. Je ne tremblais pas. Je ne paniquais pas. Une clarté brutale s'imposait à moi. Ce n'était pas une hypothèse. Ce n'était pas une discussion en cours. C'était un plan. Un plan déjà suffisamment avancé pour être mis en forme, organisé, prêt à être exécuté. J'ai relu chaque page attentivement. Les dates correspondaient. Les formulations revenaient. Simplifier, protéger, anticiper. Des mots que j'avais déjà entendus dans leur conversation, accompagnés de sourires rassurants. Ces sourires prenaient soudain un autre sens. Ils n'étaient pas là pour me rassurer. Ils servaient à gagner du temps. Ce qui m'a le plus blessé n'était pas le contenu exact des documents. J'aurais pu entendre certaines inquiétudes si elles m'avaient été adressées directement. Ce qui m'a anéanti intérieurement, c'était l'absence totale de dialogue. On avait parlé de moi comme d'un problème à gérer, pas comme d'une personne à consulter. Quand mes enfants sont arrivés ce soir, je n'ai rien dit immédiatement. J'ai préparé le dîner. J'ai écouté leur récit de la journée. Je les observais avec un regard neuf. Leurs gestes, leur silence, leurs regards qui se croisaient trop vite. Tout confirmait ce que j'avais découvert. À un moment, j'ai posé la chemise sur la table. Simplement. Sans colère. Sans accusation. J'ai demandé quand ils avaient commencé à travailler sur ces documents. Le silence a été immédiat. Un silence lourd, chargé, qui ne cherchait même pas à se cacher. Mon fils a parlé le premier. Il a évoqué la prudence, la responsabilité, le fait qu'il voulait éviter des complications plus tard. Ouais, ma fille a ajouté qu'ils avaient peur pour moi. Peur que je me fatigue, que je ne comprenne plus certaines démarches. Elle parlait doucement, comme si elle craignait de me brusquer. Je l'écoutais sans l'interrompre. Chaque mot confirmait ce que je savais déjà. Ils avaient décidé à ma place, parce qu'ils pensaient que c'était légitime. Ma belle-fille est restée silencieuse un moment, puis elle a parlé d'organisation, de logique, de procédure normale dans ce genre de situation. Elle disait cela sans émotion, presque comme une évidence. C'est à ce moment précis que j'ai compris que la frontière avait été franchie depuis longtemps. Allez, ce qui était pour moi une atteinte profonde à ma dignité était pour eux une simple étape administrative. Je leur ai demandé pourquoi ils ne m'en avaient jamais parlé. Mon fils a répondu que ce n'était pas le bon moment. Cette phrase m'a traversée comme une décharge. Le bon moment pour qui? Pour eux. Parce que pour moi, le bon moment aurait été le premier instant où l'idée leur avait traversé l'esprit. Je leur ai expliqué calmement ce que je ressentais. Pas en tant que mère, mais en tant que femme. Je leur ai dit que décider sans consulter n'est pas protégé, que préparer des documents dans mon dos n'est pas aidé, que ce qu'ils appelaient prudence ressemblait, vu de ma place, à une dépossession progressive. Ils ont tenté de minimiser, de parler de malentendus, de dire qu'ils allaient m'expliquer plus tard. Mais je savais déjà que l'essentiel était irréversible. Ce n'était pas une erreur ponctuelle. C'était une manière de faire, une manière de me retirer doucement le droit de décider. Ce soir, quand je me suis retrouvée seule, j'ai compris que ce que j'avais découvert dépassait largement ces papiers. J'avais découvert la vérité la plus douloureuse. On peut être trahi sans cri, sans violence apparente, simplement par des sourires répétés et des décisions prises dans l'ombre. Et cette trahison une fois reconnue, ne peut plus être ignorée. Après cette découverte, je n'ai pas explosé. Je n'ai pas pleuré non plus. Ce qui s'est installé en moi ressemblait à une immobilité dense, comme si mon corps refusait encore d'avancer, tant que mon esprit n'avait pas compris jusqu'où allait la trahison. Je faisais les gestes du quotidien avec précision, presque mécaniquement. Préparer le café, ranger une assiette, ouvrir une fenêtre. Tout semblait normal, mais rien ne l'était plus. Les nuits sont devenues longues. Pas agitées, non. Silencieuses. Je restais allongée, les yeux ouverts, à revoir les scènes passées sous un angle nouveau. Les sourires. Toujours ces sourires. Je comprenais enfin qu'ils n'étaient pas destinés à m'aimer, mais à me contenir. Ils servaient à m'empêcher de poser des questions, à m'endormir doucement, pendant que d'autres décidaient. Je me suis interrogée sans indulgence. À quel moment je cessé d'être considérée comme capable?
À quel moment avais-je laissé croire que mon accord était automatique? Je n'accusais pas encore. Je cherchais à comprendre ma propre place dans ce glissement. J'avais trop longtemps confondu paix et effacement. Je m'étais tue pour préserver le lien, sans voir que ce silence nourrissait leur assurance. J'ai pris un carnet. Pas celui où j'écrivais parfois des souvenirs, mais un carnet neuf. J'y ai noté les faits, sans émotion. Date, phrases exactes, gestes précis. Ce travail m'a ramené à moi-même. Il m'a permis de séparer ce qui relevait de la douleur de ce qui relevait de la réalité. Et la réalité était claire. Ce qui se préparait n'était pas une aide ponctuelle. C'était une prise de contrôle progressive, enveloppée de bonnes intentions. Je repensais à mes enfants, à leur enfance, à la manière dont je les avais élevés. J'avais voulu leur transmettre l'autonomie, le sens des responsabilités. Avais-je trop bien réussi? Ou avais-je oublié de leur montrer que l'autonomie n'autorise pas à décider pour l'autre? Cette question me hantait, non pour me culpabiliser, mais pour comprendre ce qui avait rendu possible ce renversement. Les échanges avec eux sont devenus plus prudents. Ils sentaient que quelque chose avait changé. Ils tentaient parfois de me rassurer, de minimiser ce que j'avais découvert. Ils parlaient de malentendus, de précautions mal exprimées. Je les écoutais sans m'emporter. Je n'étais plus dans la réaction. J'étais dans l'observation. Et ce que j'observais confirmait chaque jour un peu plus ma lucidité nouvelle. Je ne cherchais pas encore la confrontation. Je savais instinctivement que parler trop tôt serait une erreur. Ils auraient utilisé mes émotions pour me ramener à la docilité. J'avais besoin de temps, de clarté, de solidité intérieure. La colère viendrait peut-être plus tard. Pour l'instant, je choisissais la fermeté silencieuse. Je me suis surprise à prier, sans mots précis, pas pour qu'il change, pas pour réparer ce qui était déjà brisé. Je priais pour rester droite, pour ne pas me trahir une seconde fois en acceptant l'inacceptable par fatigue. Cette prière alla m'a apporté une paix étrange. Elle ne m'enlevait pas la douleur, mais elle me donnait une direction. Un matin, en relisant mes notes, j'ai compris que rester immobile serait déjà une forme d'abandon. Je n'avais pas besoin de me venger. Je n'avais pas besoin de les punir. J'avais besoin de reprendre ma place, de poser des limites claires, fondées sur des actes, pas sur des promesses. Cette prise de conscience n'était pas encore une action. C'était un basculement intérieur. Le moment précis où l'on cesse d'espérer que les autres comprendront d'eux à même. Le moment où l'on accepte que la responsabilité de se protéger nous appartient aussi. Il m'avait souri tout en me trahissant. Cette phrase tournait dans mon esprit, non comme un reproche, mais comme une réalité désormais impossible à nier. Et dans ce silence redevenu mien, je sentais qu'une autre étape s'approchait. Une étape où je ne me contenterais plus de comprendre. Une étape où je commencerais à agir. La préparation n'a pas ressemblé à une manœuvre secrète, mais à un retour méthodique vers moi-même. Je ne voulais pas agir dans la précipitation, ni me laisser guider par la blessure. J'avais compris que tout ce qui avait été décidé sans moi s'appuyait sur une idée fausse. Celle que je ne vérifierais pas, que je n'oserais pas poser de cadre. Alors j'ai commencé par reprendre ce qui m'appartenait le plus simplement. Mes papiers, mon temps, mon attention. J'ai ressorti les dossiers un à un. Ceux qu'ils avaient reclassés, ceux que j'avais laissés de côté par confiance, ceux que je gardais depuis des années, sans raison précise. Je les ai étalés sur la table, par catégorie, par date. Ce geste m'a ancré. Chaque feuille retrouvée me rappelait que j'avais toujours su comprendre, décider, anticiper. Rien n'avait disparu de mes capacités. Seule leur reconnaissance s'était effritée. Je me suis renseignée seule, discrètement, sans prévenir. J'avais besoin d'un regard extérieur, neutre, dégagé de l'affect familial. J'ai pris rendez-vous loin de leurs habitudes, dans un lieu où je n'étais pas identifiée comme la mère de quelqu'un, mais simplement comme une femme venue demander conseil. J'y suis allée avec un dossier clair, sans plainte inutile. J'ai exposé les faits, calmement, avec cette précision que l'on adopte quand on ne veut plus être mal comprise. On m'a écoutée, vraiment. On m'a expliqué ce que signifiaient ces documents préparés sans moi, ce qu'ils pouvaient engager, ce qu'ils ne pouvaient pas imposer sans mon accord. On m'a parlé de cadre, de consentement, de limites écrites. Rien d'alarmiste, rien de condescendant. Une parole claire, posée, qui me rendait à ma propre autorité.
En sortant, je n'ai pas ressenti de soulagement spectaculaire. J'ai ressenti quelque chose de plus profond, une stabilité. Je savais désormais où je me situais. Ce qui relevait de la peur de mes enfants, ce qui relevait de mes droits, ce qui devait être formalisé pour que plus jamais un sourire ne serve de rideau. J'ai ensuite posé des actes concrets. Pas tous à la fois, pas avec fracas. J'ai réorganisé certains éléments administratifs à mon nom. J'ai écrit noir sur blanc ce que je voulais, ce que je refusais. J'ai daté, signé, conservé des copies. Ce n'était pas de la défiance, c'était de la clarté. Et la clarté, je le savais, dérange ceux qui avancent dans le flou. À la maison, le quotidien continuait. Les mêmes échanges polis, les mêmes tentatives de normalité. Mais ma posture avait changé. Je ne répondais plus par automatisme. Je demandais des précisions. Je prenais le temps de lire. Je ne souriais plus pour apaiser. Je souriais seulement quand je le voulais. Cette nuance, ils l'ont sentie. Elle les mettait mal à l'aise, parce qu'elle retirait leur avantage principal. Ma prévisibilité. Je notais chaque démarche dans mon carnet. Pas pour me rassurer, mais pour garder une mémoire exacte. Je notais aussi mes émotions, pour qu'elles ne décident pas à ma place. Cette discipline m'a protégée de l'impulsivité. Elle m'a permis de rester ferme sans devenir dure, droite sans devenir froide. Il y avait des moments de doute, des instants où je me demandais si tout cela valait la peine, si je ne risquais pas de rompre définitivement quelque chose. Puis je repensais au sourire, aux documents préparés dans l'ombre, à cette sensation d'être devenu un sujet sans voix. Et je retrouvais ma détermination. Ce que je faisais n'était pas excessif. C'était nécessaire. Je ne cherchais pas à les piéger. Je ne cherchais pas à les humilier. Je cherchais à rétablir une vérité simple. Ma vie ne se négocie pas en aparté. Cette vérité n'avait pas besoin de cris. Elle demandait des actes cohérents, posés, irréversibles. Ils avaient cru que mon silence me rendrait malléable. Ils n'avaient pas compris que ce même silence, une fois repris par moi, devenait une force de préparation. Une force patiente, lucide, qui n'avait plus besoin de se justifier. Et dans cette préparation discrète, je sentais déjà que le moment viendrait où je n'aurais plus à expliquer. Il suffirait de poser mes limites, calmement, voir pour qu'elles existent. La confrontation n'a pas éclaté comme une tempête. Elle s'est annoncée dans un calme tendu, presque irréel, comme ces moments où l'on sait que quelque chose d'irréversible va être dit, mais où personne n'ose encore prononcer le premier mot. J'avais choisi le moment avec soin. Pas un jour de fatigue, pas un jour de colère. Un jour ordinaire, précisément, pour que rien ne puisse être attribué à soin, l'émotion. Je leur ai demandé de venir, sans urgence apparente, juste pour parler. Ils sont arrivés avec cette assurance tranquille de ceux qui pensent maîtriser la situation. Ils souriaient encore, toujours ce sourire. Je les ai observés en silence pendant qu'ils s'installaient, pendant que mon fils parlait du trajet, que ma fille commentait la météo, que ma belle-fille regardait autour d'elle comme si elle évaluait un espace. Je les ai laissés faire. J'avais appris que laisser parler révèle plus que questionner trop vite. Quand le silence s'est installé, je n'ai pas cherché à l'éviter. J'ai posé devant moi quelques documents. Pas tous. Seulement ceux qui suffisaient à rendre visible ce qui avait été préparé sans moi. Mon geste était lent, délibéré. Je voulais qu'ils comprennent que rien n'était improvisé. Que je savais. Mon fils a réagi le premier. Il a pris un air surpris, presque blessé. Il a parlé de malentendu, d'intentions mal interprétées. Il a souri encore, ce sourire qui se voulait apaisant. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit calmement que ce qui est préparé sans la personne concernée n'est jamais. Un malentendu, c'est un choix. Ma fille a tenté d'adoucir les choses. Elle parlait de peur, de responsabilité, de soucis sincères. Sa voix tremblait légèrement. Je l'ai laissé finir. Puis je lui ai répondu que la peur n'autorise pas tout, que l'inquiétude ne donne pas le droit de décider à la place de quelqu'un. Elle a baissé les yeux. Ce geste m'a fait plus de mal que ces mots, parce qu'il confirmait qu'elle savait. Ma belle-fille est intervenue à son tour, avec cette logique implacable qu'elle maniait si bien. Elle parlait de procédure normale, de bon sens, d'efficacité. Elle disait tout cela comme une évidence, comme si le débat était clos depuis longtemps. Je lui ai répondu que l'efficacité, sans consentement, devient une forme de domination,
et que ce qui est logique pour celui qui organise ne l'est jamais pour celui qu'on organise. Sans lui. Ils ont essayé de reprendre le contrôle de la conversation, de parler plus vite, d'empiler les justifications. Je ne les ai pas interrompus. Je notais intérieurement chaque argument, chaque détour. Puis, quand ils se sont tus, j'ai parlé, lentement, sans hausser la voix. Je leur ai dit ce que j'avais compris. Que les sourires servaient à masquer une décision déjà prise. Que l'on m'avait transformé en objet de gestion. Que je n'étais plus consultée, mais contournée. Mon fils s'est emporté. Une colère brève, maladroite. Il a parlé de tout ce qu'il faisait pour moi, de l'ingratitude que cela représentait, selon lui, de remettre en question leur aide. Je l'ai laissé finir. Puis je lui ai répondu que l'aide n'est pas une dette. Que soutenir quelqu'un ne donne jamais le droit de l'effacer. Et que refuser d'être dépossédé n'est pas un manque de reconnaissance. Ma fille pleurait silencieusement. Elle répétait qu'elle ne voulait pas que la famille se brise. Je lui ai répondu que la famille ne se brise pas quand on parle. Elle se fissure quand on agit en secret trop longtemps. Ces mots étaient lourds, mais je ne pouvais plus les adoucir. Les adoucir aurait été une nouvelle forme de mensonge. Je leur ai ensuite exposé ce que j'avais décidé. Certaines démarches s'arrêtaient immédiatement. Voilà pour d'autres seraient rediscutées. Mais cette fois avec moi, clairement, sans zone d'ombre. Et si ce cadre n'était pas respecté, je saurais prendre mes distances. Je n'ai pas menacé. Je n'ai pas crié. J'ai posé des limites, nettes, non, négociables. Le silence qui a suivi était différent de tous les autres. Il n'était plus confortable. Il n'était plus protecteur. Il était chargé de conséquences. Il comprenait que quelque chose avait changé définitivement. Que le sourire ne suffirait plus. Que je ne me contenterais plus de comprendre à leur place. Quand ils sont repartis, la maison est redevenue calme. Un calme dense, presque solennel. Je me suis assise, épuisée, mais droite. Je n'avais pas gagné une bataille. Je n'avais pas perdu non plus. J'avais repris ma place. Ils m'avaient souri tout en me trahissant. Ce jour-là, ils ont compris que ce sourire avait cessé d'être un bouclier. Et moi, j'ai compris que dire non, sans colère, peut être l'acte le plus puissant d'une vie. Après cette confrontation, quelque chose s'est désagrégé sans bruit. Pas une explosion, pas une rupture franche. Plutôt un glissement lent, irréversible, comme un mur intérieur qui se fissure et laisse passer l'air. La famille que je connaissais continuait d'exister en apparence, mais sa structure avait changé. Les sourires étaient encore là, mais ils n'avaient plus la même fonction. Ils n'endormaient plus. Ils révélaient. Les jours suivants ont été étranges. Mes enfants m'appelaient, m'écrivaient, proposaient de passer. Rien d'insistant. Rien d'ouvertement déplacé. Une prudence nouvelle s'était installée. Ils marchaient autour de moi comme autour d'un terrain devenu instable. Je sentais leur hésitation, leur malaise. Ils ne savaient plus comment me parler, parce qu'ils ne savaient plus quelle version de moi leur faisait face. Mon fils tentait de reprendre une forme de normalité. Il parlait de choses pratiques, de détails du quotidien, comme si tout pouvait revenir à l'équilibre par la répétition. Je l'écoutais sans m'opposer, mais sans cette disponibilité immédiate qui avait longtemps été la mienne. Il sentait la distance. Elle le mettait mal à l'aise. Il avait perdu le fil invisible qui lui permettait autrefois d'avancer, sans me consulter. Ma fille, elle, s'est refermée. Ses messages devenaient plus courts, plus rares. Je devinais sa culpabilité, mais aussi sa peur. Peur de m'avoir blessée. Peur de devoir affronter ce qu'elle avait accepté. Sans le questionner. Je n'ai rien exigé d'elle. Je savais que certaines prises de conscience ne peuvent pas être forcées. Elles doivent mûrir seules. La belle fille observait. Toujours. Elle parlait peu, mais chaque mot semblait peser. Elle avait compris que la dynamique avait changé. Que l'efficacité froide ne suffisait plus. Qu'il fallait désormais compter avec une volonté qui ne se laissait plus contourner. Son silence n'était plus stratégique. Il était attentif, presque sur la défensive. Peu à peu, les échanges familiaux ont perdu leur fluidité. Les conversations restaient en surface. On évitait certains sujets. On parlait du temps, du travail, des choses neutres. Ce n'était pas de l'hypocrisie. C'était une phase. Une période de flottement, où chacun cherchait sa place, dans une configuration nouvelle. Je n'ai pas cherché à réparer cette distance immédiatement. J'avais compris que forcer un rapprochement aurait été une manière de nier ce qui venait de se dire.
La distance n'était pas une punition. C'était une conséquence. Et parfois, accepter la conséquence est la seule manière de respecter la vérité. Dans ce silence renouvelé, j'ai commencé à penser autrement à l'avenir. Non plus comme une continuité évidente, mais comme un espace à redéfinir. Je ne voulais plus vivre dans un lieu chargé de décisions prises sans moi, de conversations murmurées, de gestes supposés bienveillants, mais intrusifs. Voilà. J'avais besoin d'un espace neutre, où personne ne penserait à ma place. L'idée de partir s'est imposée doucement. Pas comme une fuite, mais comme un repositionnement. Je ne voulais pas couper les liens. Je voulais simplement cesser d'être au centre d'un système qui me réduisait. J'ai commencé à regarder ailleurs, sans précipitation, des lieux simples, lumineux, des endroits où je pourrais exister sans rôle assigné. Quand j'ai évoqué cette possibilité, les réactions ont été révélatrices. Mon fils a parlé de surprise, presque de reproche. Ma fille a demandé pourquoi si soudainement. Je leur ai répondu que ce n'était pas soudain, que certaines choses prennent du temps à être nommées, mais qu'elles existent bien avant d'être dites. Ils n'ont pas insisté. Peut-être parce qu'ils sentaient que cette décision ne leur appartenait plus. Les préparatifs se sont faits dans le calme. J'ai trié mes affaires. J'ai choisi ce que j'emportais. Non pas ce qui avait le plus de valeur, mais ce qui me ressemblait encore. J'ai laissé derrière moi des objets lourds de souvenirs, non par rejet, mais par nécessité. On ne reconstruit pas sur des fondations qui n'ont pas été choisies. Le jour du départ, il n'y a pas eu de scène. Pas de grands discours. Des au revoir simples, retenus. Je sentais leur trouble, leur incompréhension parfois. Moi, je me sentais étonnamment stable. Pas joyeuse. Pas triste. Juste alignée. Ce départ n'était pas une fin. C'était une transformation. La famille allait changer, que je le veuille ou non. La seule chose que je pouvais encore choisir, c'était la place que j'y occuperais. Mais, et pour la première fois depuis longtemps, cette place serait définie par moi. La vie a repris autrement, sans éclat, mais avec une densité nouvelle. Dans ce nouvel espace, les journées ne cherchaient plus à prouver quoi que ce soit. Elles se déroulaient, simplement. Alors, je me levais tôt, parfois avant le jour, pour écouter le silence sans arrière à penser. Il n'y avait plus de phrases à interpréter, plus de regards à décoder. Le silence n'était plus un avertissement. Il était une respiration. J'ai réappris les gestes lents. Ouvrir une fenêtre sans penser à qui pourrait commenter. Préparer un café sans anticiper une remarque. Lire jusqu'à ce que les mots deviennent familiers, non jusqu'à ce que quelqu'un appelle. Ces gestes, insignifiants en apparence, avaient un poids immense. Ils me rendaient à une forme de souveraineté que j'avais oubliée. Je ne dépendais plus de l'humeur des autres pour exister. Pleinement. Les premières semaines, j'ai observé ce que mon corps me disait. Une fatigue différente, plus honnête. Elle venait de l'effort réel, pas de la tension intérieure. Je dormais mieux. Je respirais plus profondément. Je me rendais compte à quel point la vigilance constante m'avait épuisée sans que je m'en rende compte. Ici, rien ne se préparait dans mon dos. Rien n'avançait sans moi. Les contacts avec mes enfants étaient rares. Prudents. Des messages neutres, quelques appels espacés. Je ne cherchais plus à rétablir une proximité immédiate. Je laissais le temps faire son travail, sans l'utiliser comme une promesse. Je savais que si un lien devait renaître, il ne pourrait plus se fonder sur l'éditement. Et s'il devait s'éteindre, il le ferait sans théâtre. Seul, il m'arrivait de repenser à certains moments précis. Le sourire au moment des papiers, le ton faussement apaisant, les mots choisis pour me guider. Ces souvenirs n'étaient plus des blessures ouvertes. Ils devenaient des repères. Ils m'aidaient à reconnaître ce que je ne voulais plus accepter. Je n'avais plus besoin de me défendre. Je savais. Dans ce nouveau quotidien, j'ai rencontré des visages sans histoire commune. Des voisins, des commerçants, des silhouettes familières croisées régulièrement. Les échanges étaient simples, sans attente. Personne ne me connaissait comme la mère de quelqu'un. Personne ne projetait sur moi un rôle à tenir. Cette neutralité avait quelque chose de profondément réparateur. Je me suis surprise à sourire autrement. Un sourire qui n'avait pas pour fonction d'apaiser ou de masquer. Un sourire qui venait quand quelque chose me touchait réellement. J'avais oublié cette différence. Pendant longtemps,
J'avais souri pour maintenir l'équilibre. Ici, je souriais parce que je le voulais. Cette nuance changeait tout. Il y avait parfois une mélancolie douce. Pas un regret qui ronge, mais une conscience lucide de ce qui aurait pu être différent. Je l'accueillais sans la repousser. Elle me rappelait que j'avais aimé sincèrement, que j'avais cru en la parole et en la transparence. Cet amour n'était pas une erreur, il avait simplement rencontré des limites qu'il fallait désormais reconnaître. Je n'ai pas cherché à donner un sens héroïque à ce que j'avais vécu. Je n'avais pas gagné contre eux. Je n'avais pas perdu non plus, j'avais corrigé une trajectoire. Cette correction tardive, mais nécessaire, m'avait rendue plus attentive à moi-même, plus exigeante aussi. Je ne confondais plus la paix avec la soumission. Avec le temps, j'ai compris que cette nouvelle vie n'était pas une parenthèse. Elle était une continuité différente. Je n'avais pas fui mon passé. Je l'avais traversé en cessant de m'y accrocher. Les souvenirs existaient toujours, mais ils ne dirigeaient plus mes décisions. Ils m'accompagnaient, à distance juste. Je vivais désormais sans stratégie cachée, sans attente silencieuse. Je ne préparais plus rien dans l'ombre. Je me contentais d'habiter ce que j'avais choisi. Et dans cette simplicité retrouvée, je sentais une force discrète, stable, qui ne dépendait plus des sourires des autres. Une force qui me permettait d'avancer sans me retourner à chaque pas, certaine, enfin, d'être à ma place. Aujourd'hui, quand je repense à tout ce chemin, je ne le vois plus comme une succession de blessures, mais comme une lente clarification. Ce qui m'a le plus transformé n'a pas été la trahison elle-même, mais la manière dont elle m'a obligé à me regarder sans détour. J'ai cessé de me raconter que tout irait mieux si je faisais un pas de plus vers eux. J'ai compris que certains pas, lorsqu'ils sont répétés trop longtemps, finissent par vous faire disparaître. Mais je ne cherche plus à analyser chaque geste passé, chaque sourire ambigu, chaque phrase prononcée avec trop de douceur. J'ai arrêté de disséquer ce qui aurait pu être évité. Cette énergie-là ne m'appartient plus. Elle appartient au passé, à la femme que j'étais quand je croyais que la bienveillance suffit à empêcher l'injustice. Cette femme-là, je ne la renie pas. Je lui dois beaucoup. Mais je ne la laisse plus décider à ma place. Mes enfants existent toujours dans ma vie, d'une manière différente. Il n'y a plus d'évidence, plus de certitude confortable. Il y a des échanges mesurés, parfois maladroits, parfois silencieux. Et j'ai accepté que cela puisse durer. J'ai compris que la proximité n'est pas toujours un signe de respect et que la distance peut parfois être la seule forme de relation possible quand les bases ont été fragilisées trop longtemps. Je n'attends plus qu'ils reconnaissent pleinement ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'un jour, ils comprendront. Peut-être pas. J'ai cessé de conditionner ma paix intérieure à leur prise de conscience. Cette attente à l'âme m'avait tenu captif plus longtemps que leurs actes eux-mêmes. En m'en libérant, j'ai retrouvé quelque chose de précieux. La capacité de vivre sans justification permanente. Il m'arrive encore de ressentir une tristesse discrète. Pas une douleur vive, mais une gravité douce, presque tendre. Celle qui accompagne les liens qui auraient pu être plus simples, plus honnêtes. Je laisse cette tristesse exister. Elle ne me submerge pas. Elle me rappelle simplement que j'ai aimé profondément, sans calcul. Et cet amour-là, même s'il a été mal compris, ne mérite pas d'être renié. Je regarde désormais les autres femmes de mon âge avec une attention différente. J'entends leurs silences, leurs hésitations, leurs phrases interrompues. Je reconnais cette peur de déranger, cette crainte de perdre l'affection en posant une limite. Je ne leur donne pas de leçons. Je sais que chacun avance à son rythme. Mais si je pouvais leur dire une seule chose, ce serait celle-ci. Se taire trop longtemps finit par parler contre vous. Non, je n'ai pas cherché à me venger. La vengeance aurait encore fait de moi une réaction à leurs gestes. Or, je voulais redevenir une origine. J'ai simplement cessé de coopérer avec ce qui me diminuait. J'ai repris ce qui m'avait été retiré sans éclat, mon droit de dire non, mon droit de choisir, mon droit d'être consulté sur ce qui me concerne. Ce que j'ai gagné n'est pas visible de l'extérieur. Il n'y a pas de triomphe, pas de reconnaissance publique. Il y a une stabilité profonde. Une paix qui ne dépend plus des sourires des autres. Une clarté qui m'accompagne même dans les jours ordinaires. Je sais ce que je vaux, indépendamment du rôle que l'on voudrait me faire jouer. Je n'ai plus besoin de me justifier quand je me tais. Mon silence n'est plus une fuite ni une soumission. Il est devenu un espace choisi,
un lieu intérieur où je décide ce qui mérite encore mon énergie. J'ai appris que le silence peut être une faiblesse quand il est imposé, mais qu'il devient une force quand il est repris consciemment. Ils m'ont souri tout en me trahissant. Oui, mais ce sourire n'a plus de pouvoir sur moi. Il m'a appris, à un âge où l'on croit parfois qu'il est trop tard pour changer, que la dignité ne fait pas de bruit. Elle se tient droite. Elle observe. Elle agit quand le moment est juste. Et si je devais résumer ce que cette traversée m'a enseigné, ce ne serait pas une leçon amère, mais une vérité simple, ancrée désormais en moi comme un principe tranquille. Le silence peut aussi être une forme de justice.